Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Vérité politique ITV. Votre chaîne citoyenne organise cette semaine une série de numéros de votre émission politique Vérité politique. Ce soir, nous plantons le décor avec deux cadres politiques qui sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Ibrahima Koulamalla, qui est à ma gauche. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du parti MSAR. MSAR, c'est le mouvement socialiste africain renouvelé. Dites-nous, comment se porte votre parti? Moi, je crois que le parti se porte bien. C'est-à-dire, pour évaluer un parti, il faut attendre les élections. On a été aux élections. Mais maintenant, comme il n'y avait pas des élections, tu ne peux pas dire que... Mais nous allons avec ce qui va se passer pour voir, après les élections, voir si le parti se porte bien. Alors, qu'avez-vous à dire également à nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Bon, c'est que je... Bon, parlons d'abord de la pandémie qui nous gêne. Il fallait que les gens fassent très attention et qu'ils respectent quand même les règles élémentaires que l'État a imposées. C'est-à-dire se laver les mains, se protéger les nez, tout ça pour ne pas propager la maladie. Bon, et pour les autres Tchadiens, c'est-à-dire nous sommes en train, je leur souhaite beaucoup de courage avec la saison de pluie et d'être serein et de penser quand même à une sérénité dans la paix, dans la cohabitation pacifique, dans la coexistence pacifique et tout ça. C'est le conseil que j'apporterai à mes compatriotes. Voilà. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cet aspect très important à la fin donc de cette émission. J'ai également sur ce plateau avec moi Dr Nasra. Dr Nasra, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir une fois de plus sur ce plateau de Vérité politique. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, dites-nous, comment allez-vous? Je me porte très bien, malgré la situation difficile du pays, malgré la crise sanitaire, la crise sociale, la crise financière. En un mot, toute cette crise que traverse le peuple tchadien, on fait tout pour garder le moral. Parce que si on perd le moral, on va baisser les bras. Et si on baisse les bras, on ne fera aucun effort. Et si on ne fait plus d'efforts, on cesse de vivre. Donc nous essayons de garder le moral pour continuer la lutte, pour continuer à faire ce qu'on a à faire au quotidien, à lutter aux côtés du peuple tchadien surtout, pour l'aider à se sortir de cette situation difficile. Vous représentez ici également un parti politique, Un Nouveau Jour. Comment se porte votre parti? Le parti se porte à merveille, il faut le dire, parce que chaque jour, nous recevons des appels de partout, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du Tchad. Nous recevons des adhésions massives. Beaucoup de Tchadiennes et de Tchadiens commencent à comprendre l'existence du parti, le parti Un Nouveau Jour. Ils partagent nos idéaux et ils sont en train de nous rejoindre massivement. Et je pense que la bataille sera vraiment rude pour les échéances à venir. Et nous attendons toujours les autres Tchadiens qui nous suivent malgré le confinement, malgré la mobilité réduite. Nous nous arrangeons à exister autrement à travers des moyens de communication qui existent et des Tchadiens nous suivent de par le monde et nous croyons que ça va être sérieux le moment venu d'ici là. Voilà. Vous plantez déjà le décor, sinon vous donnez déjà le ton de ce que nous allons aborder tout à l'heure. Nous allons justement parler également du nouveau chronogramme électoral, mais avant cela, nous allons parler
De la nouvelle équipe gouvernementale remaniée hier, docteur, nous allons aussi parler d'un sujet qui devrait la chronique, c'est le titre honorifique du président de la République. Nous allons aussi parler du rôle que doit jouer la société civile et surtout la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Voilà, et ainsi étant dit, nous allons donc commencer avec le premier axe. Le Tchad a un nouveau gouvernement, vous le savez, mesdames et messieurs, depuis hier. C'est une nouvelle équipe composée de 35 membres, dont 29 ministres et 6 secrétaires d'État. Docteur Nasra, vous avez la parole. Alors, dites-nous, quelle est la lecture que vous faites de cette composition, de cette nouvelle équipe gouvernementale? Merci de revenir sur cette actualité. Il faut reconnaître que j'ai pris mon temps pour compter le nombre de postes au sein du nouveau gouvernement. Je me suis amusé également à compter le nombre de femmes nommées au sein de ce gouvernement. Et également, je n'ai pas eu les actes de naissance des membres du gouvernement, mais je me suis également amusé à regarder le profil et les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à l'entrée des jeunes au sein de ce gouvernement-là. Revenant sur le nombre, je voudrais dire que ce nombre est pléthorique. 35 postes ministériels, bon, 29, et 6 postes de secrétariat. Je trouve ça très exagéré parce que nous sommes en plein dans la pandémie. Cette pandémie, nous ne cesserons jamais de le dire, qui crée la crise financière, qui crée la crise économique. Beaucoup de Tchadiens sont mis en chômage, surtout ceux qui travaillent dans le privé et tout. Et le Tchad, aujourd'hui, quant à son budget, je ne sais pas comment il va tenir ses promesses et au lieu de diminuer le nombre des postes ministériels, le président de la République a plutôt décidé d'augmenter le nombre. Je pense que il est passé à côté de la plaque. À sa place, je n'aurais pas vraiment agir de cette sorte. Si vous étiez à sa place, si vous étiez le président de la République, à combien sera donc le nombre de membres de votre gouvernement? Je pense que pour un pays comme le Tchad, les postes ministériels doivent tourner autour de 15-16, tout au plus, et 2 ou 3 postes de secrétariat au gouvernement si nécessaire. Mais là encore, je me pose la question, que font les secrétaires généraux dans un gouvernement? Je me pose toujours la question. Donc, 15-16 postes ministériels suffit. Maintenant, si c'est en temps d'accalmie, en temps d'embellie économique, on peut aller jusqu'à 20 pour décongestionner un peu les ministres, les alléger dans la tâche à accomplir. Mais en temps de crise surtout, pour un gouvernement de crise, je pense qu'on devait tourner autour de 15-16. Cela suffit largement pour gérer les affaires essentielles de la République. Je reviens donc sur le nombre des femmes. Je pense que le président de la République a fait des promesses qui sont traduites dans des lois où un minimum de 30% de postes a été réservé aux femmes dans toutes les institutions, surtout pour des postes nominatifs et même pour des postes électifs. Il faut respecter la parité. Mais le président de la République qui fait faire les lois, qui fait prendre les lois, lui-même ne les respecte pas. 9 femmes sur 35, ça n'atteint pas les 30%. Pas du tout. Donc nous là, à une vingtaine. Voilà, tout autour de 25-26%. Donc il y a eu une violation flagrante des lois par le président de la République lui-même. J'ai regardé également l'âge. Et là, ça m'a fait sourire. Parce que nous sommes en train d'entrer dans la période électorale, si nous n'y sommes pas encore.
Et le président de la République est en train de faire un clin d'œil à la jeunesse pour obtenir l'électorat de la jeunesse qui rejette en ce moment en bloc sa politique parce que la jeunesse a toujours été marginalisée à tous les niveaux de la gestion du régime actuel. La jeunesse a été exclue. Mais une fois de plus, c'est une insulte faite à la jeunesse. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque on nomme des jeunes dont l'âge tourne autour de 30 ans, 35 ans au plus, il y a au moins 3 ou 4 jeunes qui ont fait leur entrée dans le gouvernement qui ne dépassent pas en âge 35 ans. Mais diriger un poste ministériel n'est pas trop loin de diriger le Tchad. C'est un pays en miniature qu'on dirige, même si c'est dans un secteur bien précis. On gère des hommes, on gère des finances. En tout cas, tout ce que l'État a besoin pour sa gestion se retrouve au sein d'un ministère. On nomme des jeunes de 30-35 ans. Et en même temps, on exclut les jeunes quant à leur candidature à la présidence de la République. Le régime a fait prendre une loi pour dire que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir minimum 45 ans. Et il vient lui-même se confondre. Le président de la République, je voudrais dire, en nommant des jeunes de moins de 45 ans. Vous trouvez cela paradoxal? Mais c'est un paradoxe, mais terrible. Quand on nomme des gens à des hautes fonctions, comme des fonctions ministérielles, les gens, mais il y a des jeunes qui ont géré par le passé des ministères, et même le pays, et lui-même le président de la République. S'il faut le mentionner, il a été porté à la tête du Tchad, même si c'est par la guerre. Il est arrivé à la tête du Tchad à moins de 40 ans. Il avait autour de 39 ans quand il était devenu président de la République. En tout cas, il n'avait pas 40 ans. Mais aujourd'hui, il revient dire que lorsqu'on a moins de 45 ans, on n'est pas apte à diriger le pays. Et il se retrouve en train de nommer des jeunes de moins de 45 ans, de moins de 40 ans, sinon moins de 35 ans, à des postes ministériels. J'ai dit, c'est une insulte à la jeunesse tchadienne. Et je pense que la jeunesse est en train de prendre note de tout ceci et la jeunesse va s'exprimer le moment venu à travers les urnes. La sanction sera mais vraiment sévère de la part de la jeunesse qui est en train d'être insultée en ce moment à tous les niveaux. Et cela est écœurant. Je reviendrai vers vous. Nous allons décortiquer ensemble la composition donc de cette nouvelle équipe gouvernementale, notamment avec quelques entrées. Vous avez déjà abordé l'aspect et aussi le départ de certains ministres. Monsieur Ibrahim Koulamala, vous, comment est-ce que vous appréciez cette nouvelle équipe gouvernementale qui est remaniée hier par le maréchal président du pays? Moi, je crois que pour moi, quand même, c'est la discrétion quand même du chef de l'État. C'est lui qui a la gestion de la République. C'est-à-dire, il doit mettre des stratégies pour gérer. Donc, le problème de dire, le choix lui revient. Et ce sont des revendications des jeunes. Mais les jeunes ont demandé leur implication dans la gestion. On leur offre ça. Maintenant, les autres, le président Nassala dit que pourquoi on prend des jeunes et que dans beaucoup d'États, ce sont des jeunes qui ont à gouverner. Il fait la comparaison entre la loi qui empêchait un jeune d'être président de la République. Hein? Et bon, de toutes les manières, ce sont des choses qui vont aller dans des débats. Maintenant, s'ils ont fait un clin d'œil pour les jeunes, peut-être que la prochaine fois, le prochain mandat, on peut toujours penser, c'est un pas en avant. Donc il ne fallait pas... C'est-à-dire, la jeunesse a demandé d'être impliquée. Nous avons besoin de la paix. C'est-à-dire, si on les laisse se soulever, faire des problèmes, c'est-à-dire, c'est déjà un pas en avant pour que tout le monde puisse quand même se sentir appelé. C'est la raison pour laquelle c'est un début. Et on n'est pas encore arrivé aux élections. Même si on parlait de l'âge ou bien tout ça, on n'est pas encore arrivé aux élections. Il y a beaucoup de périples qui peuvent se passer. Donc je crois que nous devons encourager, parce que ce sont des initiatives louables pour quand même récompenser, c'est-à-dire pallier à la revendication des jeunes. C'est leur droit légitime.
Donc j'espère que les autres ne peuvent pas se mettre à leur place et plaider pour eux, pour dire, puisque eux ils ont accepté. Ils n'ont pas dit pourquoi. Bon, Nasser a dit il arrivera un moment où les gens vont... Bon, nous attendons ce moment, mais j'espère que je ne crois pas que les autres vont refuser cette offre qui est quand même à leur demande. Alors là, on comprend déjà votre position. Vous trouvez logique l'implication de la jeunesse dans la chose politique. Oui. Alors, mais que dites-vous également par rapport au nombre de femmes que Dr Nasser trouve vraiment insuffisant? Bon, c'est-à-dire, le quota a été déclaré, mais si on n'a pas atteint, peut-être la prochaine fois, mais on va graduellement. Mais c'est un premier temps. Vous dites que normalement c'est 30%. Par rapport à ceux qui sont entrés, ça fait 20%. Mais il ne reste pas grand-chose. 30% ou 20%, on va graduellement. Le président Nasser lui-même dit que nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais s'il fallait maintenant prendre à la lettre tout ce qu'il faut... Bon, chacun essaie de vérifier comment il peut arranger, c'est-à-dire un gestionnaire quand même, il a le droit de réfléchir sur la gestion. Donc 20% ou 35% ou 30%, c'est pas grand-chose. Je crois que... Oui, je peux dire, oui. Non, je voudrais tout simplement rectifier une chose. Je ne suis pas contre l'entrée des jeunes dans un gouvernement. À la place du président Déby, peut-être que 75% des postes ministériels allaient être occupés par les jeunes. C'est une fierté pour moi qu'on reconnaisse la capacité des jeunes aujourd'hui à gérer la chose publique. Mais ce qui me choque, on ne peut pas réserver une catégorie de postes à la jeunesse et en même temps leur refuser des postes importants. Si un jeune peut gérer un ministère, il peut gérer un pays. Le président de la République, Idriss Déby lui-même, a fait montre. Il est le seul président tchadien dont la longévité est en train de dépasser la longévité des présidents au monde. Il a 30 ans au pouvoir aujourd'hui. Il a commencé à moins de 40 ans. Il a géré, s'il a pu se maintenir. Ça veut dire que quelque part, il a fait preuve d'intelligence pour se maintenir à ce poste. Mais pourquoi, arrivé à son tour, il refuse le même privilège aux autres jeunes? C'est ce que moi, je dénonce. Et là, vraiment, avec la dernière énergie. S'il a pu nommer des jeunes, s'il veut faire un clin d'œil à la jeunesse, qu'il fasse modifier la loi, qu'il fasse modifier la Constitution pour dire, vous jeunes, on vous associe à tous les niveaux à la gestion de la chose publique. On ramène l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle à 30 ans. Comme ça a été le cas. Ça n'a posé aucun problème. Et je vous le dis, il y a des candidats, des anciens candidats, qui ne pourront pas être candidats aux prochaines élections présidentielles, par exemple. C'est une aberration. Quelqu'un dont on a reconnu la capacité de devenir potentiellement président de la République. Il a battu campagne. Il n'a pas gagné les élections. Et aux prochaines élections, s'il était malade mentalement, on allait comprendre. S'il était devenu incapable, on allait comprendre. Mais il est resté avec toutes ses capacités. Maintenant, on va lui dire, 5 ans plus tard, que tu es trop petit, tu es un enfant, tu ne peux pas te présenter aux élections présidentielles. C'est une aberration. Pour revenir donc aux femmes. Non, mais s'il faut respecter le quota est une prévision légale. C'est un fait de la loi. Et la loi s'impose à tout le monde. C'est 30%. C'est 30%, c'est la loi. Ça, c'est pas négociable. Donc, si le président de la République a prévu 35 postes, c'est une question de nombre. Le fait de respecter le quota de 30% des femmes dans un gouvernement ne va pas augmenter le budget gouvernemental. Non, ça n'en ferait en rien sur le budget. Il suffit d'enlever quelques hommes et nommer des femmes à leur place. Et le compte est bon. Mais le fait que le garant de la loi lui-même se retrouve en train de violer les lois, met en insécurité tout un pays. Je ne sais pas comment lui, en tant que premier responsable, en tant que président de la République, peut hausser le ton le moment venu lorsqu'un citoyen lambda va violer la loi, lorsque les ministres vont violer la loi, lorsque, je ne sais pas, les militaires ou un chef de parti comme moi va violer la loi. Sera-t-il
fondé à prononcer des sanctions contre des gens, les violeurs, donc de la loi de la République. C'est une interrogation. Donc, ce gouvernement est illégal, tout simplement. On devait revendiquer l'annulation de ce gouvernement-là pour que ça soit repris. Parce que ça ne respecte pas du tout la loi. C'est ce que j'avais dit. Alors, je reviens vers vous, Dr Nasra a souligné également, bien avant la désignation, sinon le fait que ces jeunes soient nommés, serait en quelque sorte un calcul électoral. Est-ce que vous partagez ce calcul? Ouais, de toutes les manières, c'est la bonne guerre. Si on est en politique, c'est aux autres. On ne peut pas dire d'emblée que c'est un calcul politique. Mais dans toute forme de débat, dans toute forme de trucs politiques, c'est normal que chacun puisse quand même voir comment il peut gérer la chose. Donc moi, je ne pense pas que c'est un calcul politique. Je ne pense pas que c'est un calcul politique, c'est une revendication des personnes et que les gens ont essayé de leur donner raison. Donc, docteur Nasra, est-ce que ce n'est pas un calcul politique en disant que les jeunes, à son temps, vont machin, c'est aussi faire un clin d'œil aux jeunes pour dire attention, ce qu'on vous a fait, c'est du leur. Donc, de part et d'autre, comment on dit, c'est une lutte légitime. On va aux élections, c'est pour gagner. Les gens qui vont postuler, chacun doit utiliser son stratégie. Ça, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a été intelligent ou bien propose une situation. Mais les jeunes qu'on est en train de dire qu'ils sont le reste, c'est à eux de vérifier s'ils sont réellement trompés ou pas. Donc, posez-leur la question. Mais je ne crois pas qu'on n'empêcherait pas quelqu'un, on n'empêcherait pas à l'opposition de s'opposer, on n'empêcherait pas au pouvoir de faire son stratégie. Ça, ce n'est que légitime. Voilà. En ce qui concerne également les départs, il faut le dire, si ces jeunes sont arrivés à ce poste aujourd'hui, parce qu'il y a eu également de départs, qu'est-ce qui vous a marqué, surtout en ce qui concerne le départ de certains ministres? Mais ça, c'est une suite logique. On entre pour partir. On n'entre pas pour rester, sinon les autres ne viendront jamais. Donc ça ne doit en aucun cas affecter n'importe qui. Ça, c'est une fonction normale de la République, c'est une mission. Si la personne a fini, le chef de l'État, par rapport à la fonction, à la mission qui lui a été donnée et qu'il peut mettre fin à sa mission. Ça n'entrave à rien du tout. Voilà. Docteur Nasra, vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus en ce qui concerne les départs? Il y a le départ, par exemple, du ministre de la Santé publique qui est aujourd'hui au devant de la scène en cette période de crise sanitaire qui est aujourd'hui partie. Oui, est-ce que c'est là? C'est le seul cas que j'allais évoquer. Avant de l'évoquer, permettez-moi de dire tout simplement que tous ceux qui partent du gouvernement ou tous ceux qui y entrent, si au début ils faisaient autre chose en entrant dans le gouvernement, ils se confondent à la politique du régime en place. Donc, moi, ça ne me gêne absolument pas qu'il y ait des entrées, qu'il y ait des sorties dans le gouvernement du régime actuel. Mais le départ du ministre de la Santé est une interrogation, c'est une surprise. Et avec un recul, je me dis qu'on est spécialiste au Tchad à victimiser les autres. Je ne sais pas si le terme est juste, mais on rejette le tort. Ce que je voudrais dire, ma pensée, c'est que on veut toujours rejeter le tort sur l'autre. Vous avez vu le président du comité de veille qui a été renvoyé comme un malpropre. Parce que, dit-on qu'il a mal géré la pandémie. Le président de la République s'est hissé à sa place. Maintenant, c'est le ministre de la Santé qui s'en va. Est-ce que c'est un départ normal, justifié en cette période de pandémie? Je ne crois pas. Parce que c'est quelqu'un qui a pris ses marques. Il est en train de gérer une situation donnée. Cette situation-là n'est pas encore finie. Et on le renvoie
et on met à sa place le directeur de cabinet civil, l'ancien directeur de cabinet civil du président de la République, qui vient prendre sa place. Mais ce matin, j'étais au travail, je suis un enseignant, et avec les collègues, on rigolait un peu, et il y a un collègue qui dit « Ah, mais est-ce que, comme il y a eu beaucoup d'aide au ministère de la Santé, est-ce que celui qui est parti n'a pas cherché à mettre la main dessus ?» Et cela a énervé le chef, il a renvoyé pour mettre quelqu'un d'autre à sa place pour venir, utiliser l'argent comme il l'entend. Ça m'a fait rire. Donc au Tchad, il n'y a rien pour rien. Je pense que le professeur Kayar mérite quand même un peu de respect pour sa gestion. Pendant cette période de pandémie, il a été au four et au moulin. Et le respect d'autrui aurait voulu que le président de la République patiente jusqu'à ce que cette pandémie-là soit déclarée vaincue. Et après ça, il peut remanier le gouvernement comme il l'aurait aimé. Mais tel qu'il l'a fait, c'est pas très respectueux de ceux qui l'ont aidé à gérer cette période-là et qui devraient encore l'aider en ce moment. Donc c'est le seul départ qui m'a surpris. Et il y a aussi une entrée. J'avais juste parlé des entrées des jeunes. Mais il y a eu une entrée, sinon un retour, qui m'a également surpris. Vous voudrez parler du célèbre ministre Ahmed Bachir? Oui, je ne voulais pas le mentionner. Mais son retour également, parce que le débat de ce matin entre collègues, quelqu'un d'autre disait, mais comme on s'approche de la période des élections, on a ramené ce monsieur-là pour casser la gueule des gens s'ils veulent manifester ou s'ils veulent faire quoi que ce soit. Donc il va y avoir encore un autre remaniement pour le ramener à la sécurité pour régler le compte des opposants. Et la personne s'adressait à moi. Dit, on l'a ramené pour régler ton compte si pendant la période électorale, tu vas vouloir parler, il va régler ton compte. C'était pour rigoler entre collègues enseignants. Donc ce retour-là également est surprenant. Et je me suis dit, mais n'y a-t-il pas des Tchadiens vraiment capables pour gérer les postes ministériels que les mêmes têtes? D'un côté, on fait semblant d'amener la jeunesse et de l'autre côté, on ramène des gens qui ont plus de 10 ans de longévité au gouvernement comme s'il n'y avait personne. Donc, le paradoxe continue, la surprise continue toujours avec ce régime. Et peut-être d'autres surprises viendront encore parce que bon, on n'a jamais assez été surpris sous ce régime-là et on va continuer à être surpris. Alors, avec votre permission, nous allons donc évoluer. Nous attaquons donc le second sujet de cette émission. Il s'agit donc du calendrier électoral. Le nouveau chronogramme a été publié par la CENI le 7 juillet dernier, fixant donc les présidentielles pour avril 2021, les législatives 6 mois après et les communales en 2021. Que vous inspire ce nouveau chronogramme, M. Ibrahim? Bon, ce chronogramme est arrivé au moment où on n'avait pas le choix. Les gars de la CENI et du bureau du BPE ont essayé. Ils devaient nous donner un chronogramme pour qu'on fasse le législatif avant le présidentiel. Mais vous connaissez que c'est une procédure qu'on doit respecter les dates, les heures avant d'arriver aux élections. Compte tenu de l'arrivée de cette pandémie, donc les choses ne pouvaient pas être respectées. Mais le présidentiel, la date est fixe et il y avait la possibilité pour éviter un vide juridique. Les gens ont préféré dire, bon, on peut faire quand même le présidentiel et les législatives vont suivre. Moi qui veux aller aux élections, c'est-à-dire aller aux élections, que ce soit le présidentiel ou les législatives, ça ne change rien. Peut-être l'inversement de l'ordre peut choquer des gens, mais pour moi je trouve que
on ne pouvait pas laisser les choses et prolonger à vie nos députés qui sont en place. Donc, Mais une raison de plus pour organiser donc, les législatives avant les présidentielles. oui, mais c'est-à-dire, le problème du présidentiel c'était une obligation. Si on ne faisait pas le présidentiel, ça va créer quand même un vide juridique. Donc, au lieu de perdre le 2, ou bien de créer un vide juridique, parce que déjà, pour le législatif, si on voulait mettre le législatif, on est obligé de repousser le présidentiel. Alors que, c'est-à-dire la loi a imposé la date du présidentiel. Donc moi je crois que c'est pour cette raison que les autres ont réfléchi pour dire, bon, c'est l'élection qui est déjà en cours et qui peut se faire dans une voie légale. On devait le faire pour éviter de créer un vide juridique. Donc pour moi, vous me posez la question si j'adhère, j'ai dit j'adhère en tant que chef de parti. C'est-à-dire chacun a son point de vue, hein. Oui, chacun a son opinion. Tout à fait. Les gens ne veulent pas, c'est leur droit. Et ceux qui veulent, c'est aussi leur droit. Moi, je suis parmi les gens qui veulent aller aux élections présidentielles et aller au législatif après. C'est ça justement le sens de la démocratie. Docteur Nasra, vous, quelle est votre appréciation par rapport à ce nouveau groupe? Oui, moi j'entends toujours le MPS et ses alliés parler du vide juridique que créerait la non-organisation des élections présidentielles à terme échu. Mais si vide juridique il devait y avoir pour les présidentielles, le même vide a été aussi créé pour les élections législatives, aussi pour les élections communales. Parce que laquelle est une élection et laquelle n'est pas une élection? Toutes ces trois élections sont constitutionnellement prévues. La loi dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. La même loi dit que les députés sont élus pour un mandat de 4 ans. Mais c'est la même constitution qui a prévu ces délais. Donc si le fait de ne pas organiser les présidentielles à terme échues doit être considéré comme créant un vide juridique, la non-organisation des législatives crée aussi un vide juridique. Mais le même législateur a trouvé des parades juridiques pour se maintenir ad vitam aeternam. Je ne sais pas, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nos députés qui sont en poste aujourd'hui, mais ils ont trouvé une occasion en or. Et aujourd'hui, discuter avec tous les députés, sans exception, de l'opposition comme de la majorité. Quel est le langage qu'ils vont vous tenir? Ils vont vous dire, il ne suffit pas seulement d'aller aux élections, mais il faut aller à des élections propres, des élections bien organisées. Il faut limiter la fraude et tout. Comme si l'élection ou les élections passées qui ont permis à ce qu'ils soient élus là, étaient des élections démocratiquement propres, où toutes les conditions étaient réunies pour qu'eux ils soient élus et qu'ils soient à l'Assemblée aujourd'hui et qu'il faut la même qualité d'élection encore pour qu'ils soient réélus. C'est une aberration. Mais pour avoir les élections propres, c'est une question de volonté. C'est une question de conscience nationale. C'est une question d'amour de la patrie. Si on aime le pays, si on veut être en règle avec sa conscience et avec les lois de la République, on ne peut qu'organiser des élections libres et transparentes. Ce qui n'a jamais existé depuis que le régime MPS est arrivé au pouvoir en 1990. Il n'y a jamais eu d'élections libres et transparentes. Donc on ne se leurre pas en repoussant éternellement les élections législatives. Nous ne croyons pas que les élections à venir vont être propres. Maintenant,
le report des élections législatives en octobre 2021, à mon avis, ne se justifie pas du tout. Mais personnellement, en tant qu'acteur politique, je voyais la chose venir. Et j'avais accordé une interview à un journal, à 2 ou 3 journaux, où je disais déjà que je sais que les législatives ne seront pas organisées en octobre 2020. Que ce n'était pas possible. La date du 13 décembre n'était pas tenable. Tout simplement. Et là, c'était déjà avant Corona. Parce que en octobre s'ouvre la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Donc, organiser une élection dans cette période, les 3 derniers mois de l'année, paraît extrêmement difficile. Parce qu'il faut que les députés soient en poste pour aller à cette session-là pour voter la loi de finances de l'année. Maintenant, si ces députés, leur mandat doit être remis en jeu en octobre, on organise des élections, les résultats ne sont pas proclamés et tout le monde doit aller en campagne. Après, pour se faire réélire, la nouvelle assemblée n'est pas encore installée et tout. Je ne sais pas quand est-ce que la loi de finances sera examinée pour qu'elle soit votée. C'est un problème. Donc, je profite de votre micro pour dire au peuple tchadien que les législatives d'octobre 2021, là même, ne seront pas encore organisées. Les mêmes députés vont encore repousser. Avec la bénédiction du régime en place, cette élection ne sera pas tenue en octobre 2021. Ces élections législatives-là seront organisées en 2022. Sinon, le report se fera aussi longtemps que le MPS aura sa majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner et que certains opposants auront leur mandat à l'Assemblée nationale et tous les autres n'auront que leurs yeux pour pleurer. On pouvait, j'avais démontré dans l'un des journaux qu'on pouvait organiser des élections couplées. Cela est possible. Mais tout le monde s'accorde pour dire que non, le peuple tchadien n'est pas instruit. Nous sommes un pays sous-développé, nous sommes faits d'une population analphabète et tout. Mais des pays qui ont organisé des élections couplées n'ont pas des populations plus instruites que le peuple tchadien. Et je m'en vais vous dire que les élections couplées ont déjà été organisées au Tchad. Et dans cette ville de N'Djamena. Je l'avais démontré dans le journal. Les élections communales passées, où les conseillers communaux sont encore en place aujourd'hui dans la ville de N'Djamena, le même jour, les gens ont voté 2 fois. Quand ils vont dans l'isoloir, ils votent pour les 2 élections. Ils votent les conseillers pour la ville de N'Djamena et ils votent en même temps les conseillers pour la commune d'arrondissement. Donc c'était une élection, des élections couplées qui étaient organisées dans la ville de N'Djamena. Et cela s'est très bien passé parce que moi-même, j'étais dans la CENI qui avait organisé ces élections-là. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas du tout eu de problème. Mais pourquoi maintenant, pour les élections législatives et l'élection présidentielle, dont l'organisation est plus facile que les élections communales, on dit que les couplets posent problème? Je pense que la volonté se trouve tout simplement ailleurs. Invoquer le vide juridique n'est tout simplement qu'un moyen pour se justifier parce que tout simplement le MPS et ses alliés veulent bien que on impose le président parce que on est dans ce pays, on connaît. Aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de ce pays-là, nous porte à croire que l'élection présidentielle à venir sera encore une fois de plus une élection forcée pour maintenir un homme à la tête du pays. Une fois qu'il sera maintenu, alors on peut avoir la main libre pour organiser maintenant les élections législatives pour obtenir une fois de plus encore une majorité mécanique pour l'accompagner encore dans son futur mandat. Donc c'est ce qui est en train de s'organiser. Mais moi j'ai dit, on est en train de se tromper. Le MPS se trompe. Un régime qui a plus de 30 ans au pouvoir peut s'attendre à des surprises. Et moi, je pense que pour les élections présidentielles à venir, il va y avoir des surprises.
Malheureusement, une fois de plus encore, l'opposition n'est pas en train de bien s'organiser. Souvent, à l'approche des élections, on s'entre-déchire. On se divise autour des choses qui n'ont pas du tout de fondement. Au lieu de nous asseoir, réfléchir et organiser les présidentielles pour prendre le pouvoir, après 30 ans, on retombe toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs. On n'est pas en train de nous organiser. Mais nous, au sein de notre parti, on est en train de réfléchir comment faire pour créer la surprise aux prochaines élections présidentielles. Voilà. Donc, cela reste possible. Ces calculs politiciens-là peuvent être déjoués. Et les gens peuvent être surpris le moment venu. Monsieur Ibrahima Okulamala, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce que vient de dire Dr Nasra? Pourquoi ne pas coupler ces élections? Mais de toutes les manières, nous sommes en politique, n'est-ce pas? Oui. Il vient de faire... moi, je crois que nous avons dans ces institutions, la CENI, comme le CNDP, nous avons l'opposition et la majorité. Maintenant, quand M. Nasra parle, il dit sur le MPS. Toutes ces lois, toutes ces décisions n'ont pas été faites seulement par les gens de la majorité ou bien les gens de MPS seulement. Mais dans un débat politique, il y a l'opposition qui doit s'opposer et la majorité gouverne. Et comment veux-tu que si ces gens-là qui sont dans l'opposition, ils ont avec les autres accepté un truc, ça fait déjà quand même un consensus. Aujourd'hui, le chronogramme est sorti, c'est pas parti d'un seul côté. S'il y a des choses à plaindre, s'il y a des choses à reprocher, peut-être dans les débats, avant que le chronogramme, je crois que les bases ils se sont retournés pour parler avec leurs bases. Si aujourd'hui on a ce chronogramme, c'est que c'est un consensus et les gens, tout le monde était d'accord. C'est pas le pouvoir qui a imposé. C'est un débat politique, démocratique entre l'opposition et la majorité et ils ont accouché ce chronogramme. Donc, c'est-à-dire tout ce que M. Nasra est en train de dire, c'est normal, c'est la bonne guerre. Et il faut diaboliser les autres pour dire que ce sont les autres qui veulent faire ceci, qui veulent cela. Mais je crois que la responsabilité n'est pas seulement au niveau de la majorité ou bien du MPS. Ce qu'ils proposaient là devait se débattre au sein de leur groupement pour s'opposer avant la proclamation de ce chronogramme-là. C'est un chronogramme consensuel. Mais s'il dit que l'opposition s'entre-déchirer, mais comment voulez-vous qu'ils viennent gouverner quand eux-mêmes, pour faire un front ensemble pour gouverner? Mais on ne doit pas faire confiance à des gens qui s'entre-déchirent. Le pays, on ne peut pas le confier à des gens qui, déjà, eux-mêmes, ils peuvent pas s'entendre pour décider de leur sort. Et après, c'est-à-dire, ils accusent les autres pour avoir fait tel ou tel truc. Moi, je crois que nous sommes en politique et que c'est normal. Moi, je dis que je conçois quand même que chacun puisse quand même s'exprimer librement. Et chacun peut se défendre librement. Et c'est la raison pour laquelle, bon, peut-être maintenant, ceux qui vont, les spectateurs qui vont nous suivre, ils vont essayer de faire des analyses. Mais je crois que la responsabilité n'incombe pas seulement la majorité ou bien les militants du MPS. Docteur Nasra, Ibrahima Okulamala estime que c'est un chronogramme consensuel. Aujourd'hui, vous êtes au niveau du CNDP. Est-ce que c'est cela? Oui, pour parler du consensus, je dirais, oui, il faut distinguer le consensus de l'unanimité. Mais d'abord, permettez-moi de dire un mot lorsqu'il dit que comment confierait-on le pouvoir ou un pays à des gens qui s'entre-déchirent? Non. Moi, je pense que l'opposition est plurielle. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'opposition n'est pas comme la majorité qui se met aux ordres derrière un individu ou derrière un parti et qui critique en sourdine. Lorsque vous rencontrez des chefs de parti de la majorité individuellement, dans les coulisses, le langage qui se tient est différent. Et lorsqu'ils se retrouvent tous au cours d'un débat en face de l'opposition, mais les mêmes qui parlent là après, quand vous les écoutez en public, c'est aussi autre chose. C'est pas ça, l'opposition est libre, donc l'opposition s'exprime. Quand moi j'ai parlé
des déchirures ou des déchirements, c'est pour s'organiser au mieux, pour renverser un pouvoir démocratiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne parle pas des débats politiques. Au niveau des débats politiques, chacun fait valoir ses idéaux pour obtenir l'électorat du peuple et gagner les élections. Ça, c'est différent. Il faut comprendre cela. Maintenant, pour revenir au chronogramme qui a été rendu public, je pense que il y a la CENI qui a fait le travail, le CNDP également s'est réuni et c'est après cela que ce chronogramme a été rendu public. Et je disais qu'il faut distinguer le consensus de l'unanimité. Le chronogramme n'a pas été adopté à l'unanimité, mais ce chronogramme fait l'objet d'un consensus. Je disais déjà que personnellement, en tant qu'acteur politique, je savais que la date du 13 décembre 2020 n'allait pas être tenue pour les élections législatives. Je savais que le report était prévisible. Et après, la pandémie est arrivée. Lorsque la pandémie est arrivée, aucune réunion n'était possible. La CENI ne pouvait pas se réunir, le CNDP ne pouvait pas se réunir. Et après, lorsque le marché pour l'attribution, pour retenir l'opérateur qui devait aider à faire le recensement biométrique était attribué à un attributaire, les membres de la CENI qui devaient effectuer le déplacement de l'étranger pour aller visiter cet opérateur-là, regarder, opérer des tests sur les machines à utiliser et tout, toutes les frontières étaient bloquées. Donc, ils ne pouvaient plus voyager pour cela. Donc, on savait déjà que les élections législatives ne pouvaient pas se tenir en décembre. C'est pour ça que je disais que organiser les élections législatives avant les présidentielles n'était pas non plus possible techniquement. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition qu'on doit vouloir faire quelque chose, même si on sait déjà que c'est impossible. Je ne fais pas cette politique-là. Je fais la politique en étant réaliste, en regardant ce qui est vrai et en disant la vérité au peuple tchadien. Aujourd'hui, si on doit organiser de bonnes élections législatives, on ne pourrait pas les organiser avant les présidentielles. C'est pour ça que j'ai dit, coupler ces deux élections-là était bien possible. Mais l'organe en charge de l'organisation des élections, qui est l'organe technique, la CENI, a fait des démonstrations pour dire tout simplement que les coupler sera difficile pour elle de gérer. Donc, lorsque l'institution en charge de l'organisation, même déjà des opérations, vous dit que je ne peux pas le faire, mais on ne va pas les forcer à faire quelque chose et après se retourner en train d'accuser les autres en disant que nous vous avions déjà dit qu'on ne pourrait pas le faire et que vous nous aviez imposé cela. Voilà les résultats. On ne voulait pas prendre ce risque-là. Ouais. C'est pour ça que ce chronogramme a été adopté. Mais après, la fixation de la date des élections en octobre n'a pas été débattue au CNDP. Les présidentielles en avril, oui. Mais les législatives en octobre n'ont pas fait l'objet d'un débat au CNDP. Les communales également en 2022, en avril 2022, n'ont pas fait l'objet d'une discussion au niveau du CNDP non plus. Donc ça, c'est la CENI qui a fixé ces dates. Il va falloir que la classe politique, à travers le CNDP, se réunisse pour encore regarder à nouveau ces dates pour les législatives et pour les communales en 2022, pour retenir les dates réalistes. Le CNDP s'est prononcé pour la présidentielle en avril. Ça devait être couplé, mais après débat, il a été retenu que la présidentielle soit organisée en avril 2021. Et on croyait qu'on allait se réunir encore en plénière pour fixer les dates des législatives et des communales. Cela n'a pas été le cas et c'est le chronogramme qui a été rendu public. Donc voilà ce que je voudrais apporter en réponse à ce que le président Koulamal a dit tout à l'heure. M. Ibrahim, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, je voulais seulement dire à M. Nasrak, moi je ne savais pas qu'il faisait partie du CNDP. Étant membre du CNDP, il parlait de la CENI. C'est la CENI qui a fait l'organe machin et le CNDP ne s'est pas réuni. Dans la CENI, que ce soit dans le CNDP, il y a toujours une parité. Il y a l'opposition
et la majorité. Oui. Nous parlons de la démocratie. En parlant de c'est-à-dire la voix de la majorité prime. Si le consensus a été dégagé, étant donné que même s'ils disent que l'opposition est plurielle, mais si la majorité, c'est-à-dire est dégagée, l'opposition plus quelques membres de l'opposition qui n'ont pas adhéré, ils doivent s'adhérer et ils doivent accepter. Donc moi je crois que pour ce problème-là, normalement on ne doit pas faire cas. Normalement. D'accord. Voilà. Non, mais il faut comprendre une chose. Nous sommes à un débat. Non, mais justement, contradictoire. Non, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas en train de faire une remise en cause du chronogramme qui a été adopté pour les présidentielles. Je suis en train d'expliquer comment ces dates-là ont été retenues. C'est cette explication-là que non, mais il ne fallait pas que la population... Moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit que, c'est-à-dire les alliés, le MPS. Non, ça, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, c'est consensuel. Pour vous, il s'agit donc... Ils sont responsables tous. Oui. Ils sont responsables de la date. Ceux qui sont responsables, vous voulez parler de la CENI et du CNDP? Les deux. C'est-à-dire, consensuellement, c'est-à-dire, c'est paritaire. Hein. La CENI, il y avait l'opposition, il y avait la majorité. Les gens de la majorité. Non, je pense qu'il faut situer la chose. J'ai bien précisé que tout le monde savait, moi en premier, que les élections législatives ne pouvaient pas se tenir avant les présidentielles d'avril 2021. Bon, ça c'est votre point de vue. Oui, je l'ai reconnu. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous attendons. Il faut qu'on attende la date pour voir ce qui a été projeté. Là, si ça ne peut pas se faire. On ne peut pas... Non, les présidentielles vont se tenir en avril. Maintenant, les législatives, j'ai dit que le CNDP, contrairement à ce que vous dites, le CNDP ne s'est pas réuni pour discuter de la date des élections législatives en octobre 2021. Ces élections législatives devraient se dérouler 6 mois après les présidentielles. Oui, c'est ce qui est fait. Donc c'est en octobre 2021 que cela a été prévu. Mais par rapport à vous, vous pensez que ça ne peut pas se dérouler. Oui, mais vous avertissez, ça c'est d'autres raisons. Vous informez la population pour dire que demain, pour dire que vous avez attiré l'attention que ça... Mais effectivement. Non, mais... attendons alors. Non, mais on ne peut pas attendre une réalité qui peut s'éviter. Mais maintenant, cette réalité, pour s'éviter, vous qui êtes dans les institutions, là, vous pouvez la discuter. Vous pouvez la discuter d'avant. Mais vous êtes en train de reprendre ce que j'avais dit. J'ai discuté. Maintenant, vous attirez la population pour dire que ces gens sont en train de faire du faux et qu'ils n'arriveront pas à la date. Non. C'est à peu près ça. Non. C'est à peu près ça. Monsieur Koulamala, il faut reprendre ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit que fixer la date des élections législatives en octobre ne paraît pas tenable pour des raisons que j'avais évoquées. Et j'ai ajouté en disant que le CNDP n'a pas fixé la date des élections législatives en octobre 2021. Et qu'en tant que membre du CNDP, j'attends à ce que le débat soit ouvert au sein du CNDP pour le programme a été lancé. Oui, mais combien de dates ont été fixées? Bon, alors dans ce cas, il n'y a plus d'inquiétude. C'est depuis 2015. Non, il n'y a pas de problème. Les élections législatives devaient se tenir depuis 2015. Il n'y a pas de problème. Elles ne se sont pas tenues. Moi, quand je suis venu, je pensais que... Mais quand la personne est dans la structure même, qui a décidé, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il faut comprendre. Non, je comprends. Parce que vous... Non, attendez. Quand vous comprenez, vous n'allez pas continuer à vous induire en erreur en disant que vous m'avez compris. Alors même que vous ne m'avez pas compris. Laissez-le finir et vous allez intervenir. Non, ce que j'ai dit, c'est-à-dire, vous êtes en train d'interpeller, d'appeler la population, d'attirer leur attention pour dire que, pour qu'ils vous donneront raison au moment où si les élections ne sont pas déroulées. Moi, je disais que, c'est-à-dire, sachant ce problème, vous êtes le seul à anticiper sur ça. Oui. N'est-ce pas? Vous êtes le seul. Alors que vous pouvez porter ça dans un débat... Mais je le porterai le moment venu. C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je dis ici, je le dirai lorsque le débat... Mais seulement, je vous demanderai de ne pas culpabiliser les autres pour dire que les alliés, un peu eux là qui font... Alors que c'est paritaire dans les deux institutions. J'avais dit que la CENI a fixé la date des élections législatives en octobre, sans consulter le CNDP. Et que cette date d'octobre-là n'est pas tenable.
pour des raisons que j'avais évoquées. Ok. Donc, je n'ai pas remis en cause le caractère paritaire de la CENI. Oui. La CENI est paritaire, mais la loi dit que la CENI, quand bien même est paritaire, elle est indépendante. Donc, les gens se retrouvent entre eux, techniquement, ils essayent de faire leur projection. Mais Et c'est c'est pas parce qu'ils sont issus de l'opposition que les partis de l'opposition vont aller s'imposer à leurs représentants pour dire mais pourquoi vous faites ça. C'est pour ça d'ailleurs que le couplage a été démontré comme n'étant pas possible et l'opposition a été obligée d'accepter parce que la CENI, malgré qu'elle comporte en son sein les représentants de l'opposition, a dit qu'elle ne peut pas le faire. L'opposition ne peut pas s'imposer. Et l'opposition a été contrainte donc d'accepter que les présidentielles soient organisées avant les législatives. Une structure de débat contradictoire. Pourquoi après le débat, on décide oui ou non. C'est l'intérêt. Monsieur Koulamala, lorsqu'on débat, c'est l'intérêt. Non, répondez à ma question. Oui. Lorsqu'on débat, Oui. c'est pour arriver à un consensus oui ou non. Oui, mais quand le consensus est sorti, c'est-à-dire ça efface tout. Non, mais c'est pas parce que le consensus a été trouvé qu'on doit fermer la bouche pour ne rien. Non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire que ça ne peut pas primer le consensus. Nous allons évoluer. Merci. Nous allons évoluer. On aura donc compris votre position, que ce soit vous, M. Ibrahim Koulamala, ou bien vous, également, Dr Nasra. Le temps nous prend à la gorge. Nous allons évoluer sur un autre axe qui est retenu également dans le cadre de cette tranche d'émission. Il s'agit donc du titre honorifique accordé par l'Assemblée nationale, les élus du peuple, donc le 26 juillet dernier, au président de la République pour son engagement en faveur de la paix et bien d'autres domaines également. Monsieur Ibrahim Koulamala, vous représentez ici la majorité présidentielle. Comment est-ce que vous appréciez également le fait qu'aujourd'hui le chef de l'État soit récompensé pour son engagement en faveur de la paix également, je viens de le dire, et bien d'autres domaines? D'abord, je voulais vous dire que je ne peux pas parler de la représentation de la majorité en tant que chef de parti. C'est mon sentiment par rapport à l'acte. Tout à fait. Moi, je donne mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Hein? Donc, moi, je pense que l'acte que le chef d'État a posé et l'acte qu'il a toujours posé, ce sont des actes qui doivent mériter quand même un peu de félicitations. Un père de famille, un président de la République qui s'élève, qui ne demande l'avis de personne. Il s'embarque avec toute sa famille pour aller faire face à une situation comme celle de Boko Haram là, c'est-à-dire au risque de sa vie. S'il était mort, vous allez le décorer en posthume et vous dire que c'est ça, alors que maintenant, cette décoration est méritoire. Il l'a mérité. Moi, je pense que, pour moi, je crois que normalement, les gens doivent même s'associer à moi pour féliciter. Et d'abord, tout le peuple tchadien est déjà associé pour dire que c'est un acte que le chef d'État le mérite. Donc, s'il y avait encore des titres plus que maréchal, là, moi, je suis le premier à demander à ce qu'on lui donne. Parce que, encore plus. Ou encore plus. Mais en tant que chef de famille, en tant que président, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Non, c'est-à-dire, ça c'est un titre de machin, comment on dit, d'égard, parce que quand même, quand quelqu'un a fait un bon travail, hein, beaucoup de gens, je crois que ce temps-là, quand s'il partait, s'il avait fait appel à vous, moi, ailleurs et tout ça pour aller, beaucoup hésiteraient. Parce que c'est pas un machin, un truc touristique. Hein. Le président est parti dans une situation de guerre et au risque de sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui donne? Le fait de lui reconnaître cet acte et de l'honorer, ça c'est une honorification. Hein? On l'honorait seulement et ça doit faire problème. Moi je suis d'accord et je suis même très très d'accord pour que ce titre lui soit attribué. Aujourd'hui, vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Est-ce qu'un jour, on a organisé une cérémonie pour pouvoir vraiment vous féliciter, vous dire merci papa? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? C'est votre rôle en tant que père. Mais c'est pas moi qui va dire à mes enfants, s'ils ne l'ont pas fait, je ne les empêche pas. Ouais. Mais si les enfants eux-mêmes, ils ont décidé de me faire une fête, je serai un père heureux.
pas de problème. Tout à fait. Voilà, docteur Nasra, vous également votre position par rapport à cela. Oui, moi, j'avais toujours dit que je ne suis pas jaloux de quoi que ce soit. Mais je voudrais poser la question à mon grand frère, Koulamala. Que fait-on du cultivateur tchadien qui sort sous la pluie à 5 heures du matin avec sa houe? Il va en brousse, il laboure, il s'expose à la morsure des serpents, aux piqûres des scorpions. Il s'expose à la maladie sous le soleil. Il produit du mil pour nourrir le peuple tchadien. Que fait-on de celui-là? Que fait-on de cet éleveur qui marche en brousse, exposé aux lions, exposé aux hyènes, qui se défend, quelquefois main nue, sinon avec des bâtons? Aujourd'hui, on voit des éleveurs avec des armes, mais là n'est pas le cas. Ce ne sont pas tous les éleveurs qui ont des armes. Donc, nous n'allons pas aller sur ce terrain-là. Mais cet éleveur-là, avec son bâton, qui dort à pleine lune, sous la pluie, et qui apporte à l'économie nationale, que fait-on de celui-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces... Moi, je suis un enseignant. Quand il pleut, je sors sous la pluie pour aller donner cours. Lorsque les 16 mesures étaient prises, mais les gens croyaient que la fonction publique allait s'arrêter. Les gens croyaient que l'école allait s'arrêter. C'est vrai, l'école s'est arrêtée un temps. Mais les enseignants, ils se sont conscientisés, se sont retrouvés, ils disent, même au péril de nos vies, même ventre creux, vide, on va aller former les enfants parce que c'est le Tchad de demain. Ils ont bravé ces difficultés. Ils ont exposé leur vie. Certains parmi eux sont morts parce qu'affamés, parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se soigner. Beaucoup parmi eux sont morts. Combien ont été décorés? Qu'est-ce qu'on a fait de ces Tchadiens-là? Ne sont-ils pas des Tchadiens? Au même titre que les autres Tchadiens qui ont été décorés? La guerre n'est pas tout simplement prendre les armes. Et je l'avais toujours dit, et même sur le plateau d'ITV, permettez que je termine s'il vous plaît, même sur le plateau d'ITV, j'avais dit qu'un président de la République, prendre les armes, aller combattre une nébuleuse comme Boko Haram n'est pas indiqué. Je l'avais déjà dit, je ne reviens pas dessus. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est un culte de la personnalité qu'on est en train de faire. Est-ce que le président de la République lui-même est demandeur de tout ça? Je serais surpris si un jour, lui-même disait qu'il a voulu et il a obtenu. Malheureusement, on a vu, tout le monde dit qu'il est heureux. Il l'a présenté, il est heureux. Et cela m'a déçu. À sa place, j'aurais dit non à cela. J'allais refuser. Parce que on est en train de créer un mythe autour de la personne. Et il y a un risque, il y a un danger réel que l'homme est en train de courir. Il va oublier qu'il est un homme. À l'intérieur de son corps coule le sang, comme tout le monde. Un homme faible, comme tout le monde. Un homme sujet à des erreurs, comme tout autre homme. On est en train de faire croire au président de la République que sans lui, le pays va s'arrêter. Sur beaucoup de points. Mais ceux qui l'entourent, jusqu'à l'Assemblée nationale, parce que ce titre-là, c'est l'Assemblée nationale qui le lui a décerné. Mais on est en train de faire croire à l'homme qu'en dehors de lui, le pays va s'arrêter. Et je crains qu'il croit aussi à cela. Et c'est même le cas. Parce qu'il est d'accord pour se maintenir au pouvoir tant qu'il est vivant. Parce que quelqu'un a dit que aujourd'hui au Tchad, que ce soit les chefs de parti alliés ou les chefs de parti de l'opposition, il n'y a personne pour diriger ce pays. Ça a été dit. Mais finalement, nous sommes en face d'un homme ou nous sommes en face d'un Dieu? Je pense que, au-delà du fait qu'on est en train de faire ce culte de la personnalité autour d'un homme, en même temps on est en train de préparer des élections. Mais ce que je voudrais dire,
on pense préparer des élections, mais on est en train d'énerver au contraire le peuple tchadien parce que le moment est malvenu. Le moment choisi pour Dr. donner Nasra, ce titre-là est malvenu. Docteur Nasra, certains observateurs aujourd'hui ne condamnent pas vraiment le président parce qu'ils estiment aujourd'hui que c'est l'Assemblée qui a donné ce titre-là au président. Et qui dit Assemblée dit la population, qui dit le peuple. Donc, est-ce que le président a vraiment demandé pour qu'on puisse vraiment lui attribuer un titre par rapport à son C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, est-ce qu'il est demandeur lui-même? Et c'est pour ça que j'ai dit, si je me rends compte un jour qu'il a été demandeur ou qu'il a été content de ce titre-là, malheureusement, tout porte à croire qu'il est content. Je suis déçu qu'il soit content. Mais les observateurs que vous mentionnez, ce sont lesquels? Parce que si 1, 2, 3 personnes se prononcent, ils sont aussi des observateurs. Nous sommes dans un pays. Nous sommes sur le plateau ici, nous sommes 3. Vous êtes neutre parce que vous êtes journaliste. Nous restons 2. L'un dit je suis d'accord, moi je dis je ne suis pas d'accord. Donc, ceux qui nous suivent vont dire, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, on va aussi dire la même chose que les observateurs ne sont pas d'accord. On va dire également la même chose que les observateurs sont d'accord. Mais aujourd'hui, je vous ai déjà dit qu'il y a une sorte de collusion, une sorte d'entente à l'Assemblée nationale pour proroger ad vitam aeternam la législature qui a pris fin depuis 2015 et qui est en train de continuer même 5 ans après. Ça va continuer 6 ans, ça va continuer 7 ans après, ça va continuer. C'est une Assemblée nationale illégitime, pour ne pas dire illégale. Illégale parce que, bon, la légalité hier, ils ont pris une loi organique pour se maintenir. Donc, du point de vue de la légalité, on va dire oui, ça existe une loi et tout. Mais ils sont illégitimes aujourd'hui parce que le peuple leur a donné un mandat de 4 ans. Maintenant, pour se maintenir, il faut faire plaisir à la personne qui a le pouvoir de les dissoudre ou de les maintenir. Ce n'est ni plus ni moins que cela. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, nous ne serons pas, le peuple tchadien ne sera pas surpris que cette même assemblée, les amis du président de l'Assemblée nationale, puissent encore nous sortir d'autres cartes. Ne serait-ce que pour se maintenir à leur poste. Donc, je dis en concluant sur cela qu'il s'agit d'un culte de la personnalité. Ceux qui méritent des félicitations, ceux qui méritent des honneurs, sont des hommes de troupe qui dorment en brousse, chaque jour avec les armes en main, qui patrouillent la nuit dans des villes, dans des campagnes, à la recherche de Boko Haram et tout. Le président de la République est allé, il a fait 2 semaines en brousse. Il est revenu. Mais jusqu'aujourd'hui, d'autres sont encore là, en brousse actuellement. Pourquoi on n'a pas décoré tout le monde? Ceux qui méritent beaucoup plus la décoration ou l'honneur au Tchad, ce sont les fonctionnaires. Avec les maigres salaires, ils acceptent de travailler pour faire prospérer ce pays. Ceux qui méritent la décoration, ceux qui méritent l'honneur, sont les éleveurs, les agriculteurs, ceux qui sortent à 5 heures du matin pour aller travailler dans des maisons, cirer des chaussures. Ceux qui méritent l'honneur sont des diplômés sans emploi, qui ont étudié, ils ont obtenu des diplômes. Mais on a fermé la porte de l'emploi à leur nez. On a fermé la porte de l'emploi dans le privé parce que rien n'est fait pour créer l'emploi dans le privé. Qui acceptent d'aller en moto pour faire le moto-taxi et tout, pour prendre en charge leur petite famille. Ils sont en train de contribuer à l'économie, au maintien de la stabilité sociale. Ceux-là méritent beaucoup plus d'honneur. Ceux-là méritent beaucoup plus d'égards que le président de la République qui a tous les moyens, qui vit dans un confort, qui a tous les moyens possibles à sa disposition. C'est à celui-là qu'on donne tout, que le pays donne tout. Même les hommes se donnent. À lui, je pense que cela est regrettable. Docteur Nasra, aujourd'hui, en tant que président, prendre une arme et aller sur le front, c'est pas donné à... Mais c'est pas normal. Je l'avais déjà dit que c'est pas normal. Le président de la République, si c'est une guerre entre 2 États et que le moral de l'armée est sapé,
le président de la République peut se rendre sur le terrain, Mais c'est le sur cas. le champ de bataille. Mais c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas. Il faut vous Non, renseigner, c'est M. le- Koulamala. c'est- Renseignez-vous. Non, attends, c'est le Boko cas. Haram. Non, c'est le cas. Boko Haram n'est pas un pays. Attendez qu'il finisse. Boko Haram n'est pas un pays, je le regrette. non. Boko Haram n'est pas un pays. C'est l'armée de quel pays, Ce s'il sont vous des plaît? envahisseurs. Mais c'est l'armée de quel Ce pays? sont des envahisseurs. C'est l'armée de quel Alors, pays? Dites-le-moi. Quand des gens viennent Boko Haram est envahir, l'armée de quel pays? Tu es un père de famille. Tu Non, laisses- répondez à ma question. Non, je Boko n'ai- Haram est l'armée de quel pays? Dites-le-moi. J'ai dit, hein, il fallait... Non, mais il ne faut pas faire des affirmations comme ça, Si s'il c'est vous une plaît. agression... Nous si sommes en c'est- train de débattre, s'il vous plaît. Le peuple c'est tchadien vrai. nous écoute. Laissez-le Dans le monde finir entier, les gens rapidement, nous et écoutent. Ouais. Donc, disons des choses dans leur contexte et disons ce qui est vrai. Je suis en train de parler d'une guerre entre deux États. Je ne parle pas d'une nébuleuse. Je ne parle pas des trafiquants de drogue comme les éléments de Boko Haram. Je ne parle pas des assassins qui se cachent parmi la population pour se faire exploser. Tout ça au sein de la population, parmi les femmes. Je ne parle pas de ces gens-là, Très ces bien, illuminés. docteur Je ne parle Nasra, pas de ceux-là. Permettez qu'il réagisse également. Allez-y, monsieur. Non, Oui. moi, je dis, hein, par rapport à ce que le docteur Nasra a dit, il a essayé de citer les éleveurs, les cultivateurs. Ça, ce sont des producteurs, c'est-à-dire, ce sont des commerçants, n'est-ce pas? Le cas du président, c'est pas comparable. Un agriculteur n'est pas un commerçant, un éleveur n'est pas un commerçant. Non, parce que le produit qu'il fait, Et même les commerçants, ils vont... Attends, ils donnent leur vie. Mais Laissez-le laisse-moi, finir. mais il ne faut pas Laissez-le faire de finir, comparaison. docteur Nasser. C'est-à-dire, les fonctionnaires, je suis d'accord. Si les fonctionnaires doivent être décorés, et on les décore, bah, le certificat de satisfaction qu'on donne dans les ministères pour, après tant d'années de récompenses, ça existe. On a toujours décoré les fonctionnaires. Il ne faut pas dire que les fonctionnaires ne sont pas décorés. Mais les agriculteurs, si quelqu'un a fait un bon champ, il a fait une bonne production, il y a toujours le préfet ou le sous-préfet qui découvre ça. Il y a toujours cette décoration. Mais nous, je n'ai jamais vu. Mon Non, père non. est agriculteur. Non, Je n'ai jamais vu mais ça. ça dit peut-être sa production est petite. Je parle d'une grande production. renseignez-vous. Oui, pour que si quelqu'un soit, il faut que l'affaire soit de grande envergure. Quand tu vas aller faire un champ autour de ta maison, ça c'est juste pour nourrir ta famille. Mais quand tu fais une production importante, je crois qu'on en a vu. Il y a des gens qui sont maintenant en train de faire des champs, et tout ça, et il y a toujours la télé qui descend et tout ça. Ces gens-là sont honorés, sont soutenus. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Les fonctionnaires, ils sont déjà pris en compte. Parce que dans chaque ministère, après un certain temps d'exercice, on décore la personne. Si tu fais quelque chose de miraculeux, par exemple, si pendant le concours et tout ça, une classe sort là, il y a toujours des appréciations. C'est aussi le cas par rapport aux hommes de troupe. Mais je crois que beaucoup ont été décorés, ceux qui ont accompagné les gens. Donc, ce problème-là... Quelques rares généraux. Non, mais de toutes les manières, on peut pas, sinon, on ne peut pas décorer tout le monde. Tous ceux qui ont participé à la guerre. Oui, mais ils sont décorés. C'est-à-dire, il y a des crans. Ils sont soulevés par rapport à l'autre machin. Ils ne sont pas restés. C'est un soldat, il a un cran, ainsi de suite. Donc, il faut aussi être réaliste. Il faut reconnaître aussi les faits. Bon, maintenant, là, pourquoi ça peut choquer que le chef d'État puisse être décoré ou peut être élevé à ce titre? Mais c'est un signe de reconnaissance. Il n'a demandé à personne. Vous parlez, c'est-à-dire un chef d'État ne peut aller que quand un pays l'agresse. Mais les militaires sont ça pour l'agression des pays. Ceux qui sont formés pour ça, il y en a. Mais pour galvaniser la troupe, il est parti à ses risques. Et effectivement, le moral des troupes était bas. Quand il est parti, la situation a changé. Donc vraiment, ce sont des choses quand même qui sont tangibles. Le fait de l'honorer, vous ne pouvez qu'accepter. Vous ne pouvez que quand même encourager. Pour que un père de famille, il est là. S'il y a des gens qui viennent, s'il ne fait pas des efforts, il laisse sa porte ouverte, on vient agresser ses enfants, c'est un autre problème. Donc moi, je dis que c'était... Nous sommes sur deux longueurs d'onde oui, différentes. de toutes les manières. Comme je l'avais déjà dit, il y en a qui
qui se C'est donnent votre conviction. à faire ce culte de la personnalité. Oui, je suis d'accord. Quand toi, tu penses que... dont on n'a pas besoin dans une république. Tu reproches Dont on n'a pas que ça ne besoin. soit pas un culte. Ça, c'est normal. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas que ce qu'ils ont fait là, c'est pour faire un culte. Le culte là, on allait chanter tous les jours et tout ça. C'est qu'on a fait avec le Mobutu et tout ça. C'est en train de venir. Non, c'est pas encore arrivé alors. Non. Il n'y a pas de raison de Je vous informe. Ouais. Le président de l'Assemblée a mis en place un comité d'organisation. Oui, mais juste pour faire... Pour célébrer encore ça. Oui, mais célébrer, c'est-à-dire la joie, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas informé. Non, je suis informé, il y a un comité. Mais ça n'a rien à voir avec un culte. Le culte de la personnalité, c'est tout le temps chanter son louange et tout ça. Non, ce n'est pas un culte. Bon, le culte est condamnable. On n'en a pas vraiment besoin dans une Oui, république. mais c'est votre point de vue. Oui. Okay. Et un point de vue logique. Oui, pour vous. Mais ça ne peut pas être logique pour les autres aussi. Ouais. Voilà, bon. C'est ça aussi la démocratie. Permettez qu'on avance très rapidement. Nous tendons pratiquement vers la fin. Il y a un autre axe également, c'est surtout l'apport de la société civile dans les instances de prise de décision également, sinon également pour l'organisation des élections qui se pointent à l'horizon. Aujourd'hui, la société civile se sent un peu délaissée. Elle ne fait pas partie donc de cadre de prise de décision tel que le CNDP dont vous faites partie, docteur Nasra. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette société civile joue vraiment son rôle? Je voudrais exprimer un regret du fait que la société civile soit exclue surtout de l'organisation des élections. Je vais vous dire pourquoi. En 2012, lorsque nous finissions notre mission à la CENI, il y avait une institution, une organisation dénommée EISA, qui faisait des formations, qui aidait à l'organisation des élections, à la formation de la société civile et tout. Ils m'ont demandé de produire un article sur les élections et faire des propositions si au Tchad on doit refaire la CENI. Qu'est-ce que je proposerais? J'avais proposé deux choses. J'avais proposé une CENI permanente composée de 9 membres au plus et que cette CENI-là soit composée essentiellement des membres de la société civile. Pourquoi cela? Parce que on reconnaît dans le monde entier que la société civile est neutre. Ce sont des organisations qui défendent les droits de l'homme, qui contribuent à l'éveil de la conscience citoyenne. Donc, ils sont supposés être neutres. Et lorsque on va aux élections, on va à une compétition. Et lorsqu'on va à une compétition qui nécessite l'arbitrage, il faut que l'arbitre soit neutre. On ne peut pas prendre un joueur d'une équipe et un autre joueur d'une autre équipe adverse et on leur demande d'arbitrer. Mais ils vont se contredire. Lorsque l'arbitre central va siffler, le juge de touche, il va faire son drapeau pour exprimer son mécontentement, pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et le jeu là ne sera pas franc. Le jeu ne sera pas libre. Il y aura de confusion. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'organisation des élections au Tchad, depuis que la CENI paritaire a été mise en place. Maintenant, l'expérience avait été faite où on a ouvert la composition de la CENI à la société civile. Est-ce que les gens se sont assis pour faire l'évaluation de l'entrée de la société civile au sein de la CENI et que cela est négatif? Est-ce que leur participation a été négative? Est-ce que c'est à cause de cela qu'on les a enlevés de la CENI actuelle? Je n'ai pas connaissance d'une telle évaluation qui a été faite. Mais je pense que ça a été juste une pression des partis politiques qui ont dit que les élections, c'est une affaire politique. Donc, il faut écarter la société civile et que les partis politiques puissent envoyer leurs représentants pour organiser les élections. C'est un argument qui est assez léger. Alors qu'au Tchad, je pense que si nous sommes arrivés à ce stade aujourd'hui, par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport à l'éveil de la conscience citoyenne, même si le respect des droits de l'homme est encore lacunaire au Tchad,
je me dis, en tant qu'acteur politique, si ces organisations-là n'existaient pas, si ces acteurs de la société civile n'étaient pas des femmes et des hommes braves qui haussaient le ton, qui bravent le régime en place, qui bravent les militaires, qui violent les droits de l'homme au quotidien au Tchad, s'ils ne procédaient pas à la dénonciation de tout ce qu'on est en train de faire, je pense que les partis politiques interviennent, mais avec beaucoup de calculs derrière la tête. Alors qu'eux, ils interviennent sans calcul et ils disent les choses dans leur contexte exactement tel que ça se passe. Et cela a beaucoup contribué à l'établissement de la démocratie dans notre pays, même si cette démocratie-là a beaucoup encore à apprendre. Nous avons beaucoup à faire encore pour que cette démocratie soit réellement la démocratie dont on rêve jusqu'aujourd'hui. Il faut reconnaître l'apport de la société civile dans le respect des droits de l'homme et dans l'éveil de la conscience citoyenne, et même pour que le Tchad soit aujourd'hui accepté et respecté au niveau international. N'eût été l'apport de la société civile, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. Donc il faut reconnaître que la société civile contribue, mais sensiblement. Malheureusement, le régime a voulu les contrôler en restreignant leur domaine de liberté par la loi organique qui était prise et tout, où on voulait procéder à la fermeture, à des interdictions et tout, mais je pense que la vérité restera toujours la vérité et il sera très difficile pour le Tchad, qui a ratifié des instruments internationaux quant à la protection des droits de l'homme, de refuser que les organisations de la société civile expriment donc ou fonctionnent de manière libre pour procéder au travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Monsieur Ibrahima Koulamala, dans l'accord du 13 août 2007, il y a la participation de la société civile qui est prévue. Aujourd'hui, dans le CNDP, qui remplace un peu cette organisation, il n'y a pas vraiment la place de la société civile. Selon vous, quel est le rôle que doit jouer vraiment cette société civile? Moi, je pense que le problème de la société civile, c'est-à-dire, on leur reprochait, et c'est un constat, on leur reprochait l'ingérence, c'est-à-dire pas la neutralité. Ce manque de neutralité, aujourd'hui, il y en a, pas tous, mais quelques membres de la société civile sont manipulés de part et d'autre. Sont manipulés par qui? Bon, c'est-à-dire, ils attaquent le système, ou bien, je ne sais pas. Le problème de la société civile, pour qu'ils jouent leur rôle. Quand on était dans l'accord du 13, ça a été imposé, on nous a demandé, et ça a été bien. Mais après, les gens ont pris le goût de se muter en parti politique. C'est-à-dire, ce que normalement les acteurs politiques devaient faire, la société civile qui le fait. Donc, c'est ça qui a fait que, M. Nasra a dit, peut-être on ne les a pas évalués, mais on les a déjà essayés, ils ont travaillé. Mais s'ils étaient restés neutres, ils ont démontré leur neutralité, on ne serait pas arrivé à leur exclusion. Donc, moi, je crois qu'ils n'ont qu'à réviser leur conduite. Ou ils sont société civile, ou ils sont partis politiques. Ils n'ont pas à s'attacher d'un côté ou de l'autre. Je voudrais apporter un petit rectificatif, juste un petit rectificatif. L'accord du 13 n'a pas prévu l'entrée de la société civile dans la CENI ni au CNDP, non. L'accord du 13 a prévu une CENI paritaire, tout simplement. C'est après la première expérience où moi, j'étais membre de la CENI, c'était une CENI paritaire, au sortir de l'accord du 13, en 2009, parce qu'en 2008, il y avait la guerre. Donc les élections, la CENI n'était pas mise en place et tout. C'est en 2009 que la CENI avait été mise en place après l'accord du 13. Et c'était une CENI paritaire. Et c'est après la parité là qu'on a fait une autre expérience en incluant la société civile dans la CENI. Et comme je l'ai dit, aucune évaluation n'a pas été faite. Bon, j'apprends maintenant qu'ils n'ont pas été neutres. Non, il faut que ça soit démontré. Non, il faut que ça soit démontré. Et je voudrais aussi rectifier une chose. Pour le CNDP c'est le cadre national de dialogue politique.
Donc au niveau du CNDP, c'est normal que la société civile n'y figure pas. Parce que c'est un cadre qui réunit les acteurs politiques qui discutent politique. Donc la société civile n'a pas sa place. Mais dans l'organisation des élections, il faut des personnes neutres pour départager les gens qui vont à une compétition. Et là, c'est la place. Normalement, la CENI devait être constituée à 100% des membres de la société civile. Mais comme il le dit, là aussi, c'est voilà, comment les partis politiques qui se retrouvent encore là au niveau de la CENI. Et même le BPE aujourd'hui, qui est un organe technique, dont la désignation de ses directeurs généraux fait l'objet d'une loi. Aujourd'hui, cette loi-là n'est pas du tout respectée. C'est le régime en place qui nomme les directeurs généraux, le directeur général et son adjoint. C'est le régime qui les nomme, sans que la CENI fasse une proposition. Alors que la loi dit que c'est la CENI qui doit les proposer. La CENI n'a rien fait, et puis c'est le régime qui les nomme. Je reviens encore pour dire que quand c'est le régime qui les nomme, c'est-à-dire la CENI est paritaire. Oui. Donc, je parle du BPE, le Bureau permanent des élections. Non, j'ai dit, hein, oui. vous dites que c'est-à-dire le BPE c'est paritaire, non? Non, je vous informe, je vous explique. Le Bureau permanent des élections, voilà, oui. C'est un organe technique qui appuie la CENI pour les recensements et aussi dans l'organisation des... C'est le BPE qui a exclu la société civile? Non, je parle l'exclusion de la société civile, c'est au sein de la CENI. Les membres de la société civile en faisaient partie à un moment donné, après on les a exclus. La société civile qui a été exclue. Oui. Et si elle a été exclue, elle a été exclue par les membres de la CENI. Ils n'ont pas accepté qu'elle fasse partie. Comment les membres de la CENI peuvent... Non, les membres de la CENI sont désignés par leur parti politique suivant une loi. Oui. Donc ceux qui ont exclu la société civile dans la CENI, ce ne sont pas les membres de la CENI. C'est la loi qui les a exclus. C'est la loi. Ce ne sont pas les membres de la CENI qui ont exclu les autres. Non, ils ne peuvent pas s'exclure entre eux. D'accord. Tout à fait. Voilà, nous avons pratiquement épuisé le temps qui nous est imparti. Je commence par ma droite, Dr Nasra, votre mot de fin. Oui, le mot de la fin que je voudrais adresser aujourd'hui concerne essentiellement les échéances électorales à venir. Nous sommes en train de nous préparer pour aller à des élections présidentielles d'abord et législatives ensuite et enfin les communales. Nous remarquons que le parti au pouvoir est entré en campagne depuis un certain temps. Par la participation du président à cette bataille contre Boko Haram, la gestion de la pandémie du Covid-19, l'élévation du président de la République au titre de maréchal, tout ça, ce sont la campagne qui est en train de s'organiser. Et je voudrais tout simplement dire que lorsque Covid-19 sera déclaré vaincu, nous n'allons pas accepter qu'on refuse aux autres partis de se rassembler, de rassembler leurs militants à des places publiques pour s'adresser à eux, pour leur faire connaître leurs projets politiques, pour les préparer à des élections. Si cela est refusé, comme ça a toujours été le cas, nous n'allons pas accepter cela. Donc nous voulons attirer l'attention du ministre de la Sécurité, que le moment venu, nous allons rassembler nos troupes, nous allons rassembler nos militants à travers le pays pour s'adresser à eux. Comme le MPC est en train de le faire, nous le ferons également. Il ne faudrait pas qu'on interdise ces rassemblements, qu'on interdise ces meetings, qu'on interdise les conférences débats, les conférences de presse à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui, je suis rentré hier seulement d'une province. Lorsque vous rédigez ne serait-ce qu'un communiqué de presse pour dénoncer ce qui se fait à l'intérieur du pays, lorsque vous êtes en province, même sur des radios communautaires, il faut que ces radios obtiennent d'abord l'autorisation des gouverneurs. Si un gouverneur ne donne pas l'autorisation, votre communiqué de presse est censuré. Que cela cesse. Nous sommes dans une république. Le Tchad est dans ces 1 284 000 km². Le Tchad ne se limite pas seulement à N'Djamena.
si nous pouvons organiser des activités politiques en Djamena, si nous pouvons rédiger des communiqués de presse en Djamena, qu'on accepte que cela soit fait également sur toute l'étendue du territoire national. Donc, j'alerte le peuple tchadien et je mets en garde les forces de l'ordre et surtout le ministre de la Sécurité qu'on ne doit pas faire 2 poids, 2 mesures. Les partis politiques se valent. Et si un parti politique a la latitude d'agir, les autres également doivent agir. Donc voilà ce que je voudrais dire pour terminer ce débat. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ibrahim Koulamala, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de souhaiter à tout le peuple tchadien que la pandémie quitte le pays et que nous trouvons notre sérénité pour aller à des élections et que nous demandons à tout le monde de se préparer, d'être serein, d'aller dans des élections apaisées. Ça, c'est mon mot de... Voilà. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à vous remercier, M. Ibrahim Koulamala du parti MSAR et vous également, Dr Nasra du parti Un Nouveau Jour. Merci à toute l'équipe technique et merci surtout à vous, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France, etc. Et vous aussi qui êtes ici sur place, merci pour votre contribution sur notre page Facebook également. Demain, Serge viendra ici avec d'autres acteurs politiques pour poursuivre donc cette série de numéros de vérité politique. Moi, je reviendrai très prochainement également vous retrouver afin de vous boucler ensemble avec vous cette série de vérité politique. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À bientôt.